Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir. Je suis Diane Nouzillet et j'aurai l'immense plaisir de vous accompagner tout au long de cette nuit. Cette soirée, une soirée qui se tient simultanément, vous le savez, sur les 3 sites de la région Nouvelle-Aquitaine, Limoges, Poitiers, qui ont pris un tout petit peu d'avance sur nous, mais pas beaucoup, et ici à Bordeaux. Mais chaque site a sa programmation, comme vous l'avez lu sur le programme qui vous a été distribué. Cette 6e nuit du droit propose de réfléchir à la relation complexe, étroite et néanmoins passionnante qui existe donc entre le droit et la science. Alors, allez, on passe sans plus tarder aux exercices d'éloquence, point d'orgue d'un travail des partenaires fidèles de la nuit du droit, les lycées bordelais Mauriac et Trégé, Rive-de-Garonne, et le lycée agricole de Blanquefort. Sachez que tous les élèves qui vont se présenter devant vous ont été guidés par leurs professeurs et des étudiants des associations Lysias et Tribune de Montesquieu. Un grand merci à eux. C'est un travail sous le regard des membres de notre jury ce soir. Maître Jean Reynaud, avocat au barreau de Bordeaux. Maître Juliette Hannet, secrétaire générale de l'association Olémo. Et Madame Effé Edo, présidente de l'association Jeunesse Engagée de Bordeaux. Mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite de prendre un immense plaisir à la barre. Et on commence tout de suite par les élèves de seconde du lycée agricole de Blanquefort. Alors, le temps qu'ils nous rejoignent, je vous précise que les élèves de seconde du lycée agricole de Blanquefort ont donc été guidés par Madame Mathilde Cousigné, leur professeur. J'appelle Adèle Palanque, Thomas Drevet, Agathe Mathéus et Noélie Glaçon à nous rejoindre. Test. Bonsoir à tous les 4. Vous allez donc nous présenter un mini-procès sur le thème transhumanisme et droit. C'est à vous. Mesdames, messieurs, membres du jury, si nous sommes tous regroupés dans ce tribunal, c'est pour juger un tout nouveau type de crime qui par le passé n'avait encore jamais été commis. Car voyez-vous, le crime dont nous allons débattre aujourd'hui n'a pas été commis par un humain. Du moins, pas entièrement. Nous sommes le 4 octobre 2043, il est 23h32 du matin et les lumières s'éteignent soudainement à l'Olympia, une salle de spectacle située dans le 9e arrondissement de Paris. Un homme, âgé de 102 ans, entre. Il a les mains couvertes de sang, celui des 3 agents de sécurité qu'il a abattu d'un seul coup de poing sur la tempe. Plongé dans l'obscurité, personne ne le voit. Alors, il sort son arme et fait feu sur toutes les personnes se trouvant autour de lui et en tue certaines par la seule force de son poing. Ce soir-là, 972 personnes sont mortes, tuées par un seul homme. Seulement 334 ont survécu. Vous allez me dire, comment un homme âgé de 102 ans, seul qui plus est, peut-il causer autant de dégâts? Écoutez-moi bien. D'après les recherches menées par nos enquêteurs, cet homme n'est plus totalement humain. En effet, à l'âge de 96 ans, M. Glaceus était atteint d'un cancer ne pouvant être soigné. Alors, pour survivre, il se fit implanter une puce dans le cerveau par la société Progressus. Cette même puce développe son système immunitaire. Elle lui permet ainsi d'atteindre la mortalité. Et oui, mesdames et messieurs, la mortalité. Cette puce favorise également la régénérescence de toutes ces cellules mortes ou vieillissantes. En 2039, M. Glaceus, ici présent, a 98 ans. Sa puce, celle de la société Progressus, effectue alors une mise à jour qui dégage un champ de force autour de son corps tout en sécrétant un sérum dopant ses muscles dans le but d'augmenter sa force physique. Nous sommes ici afin de juger cet homme. Je laisse ainsi la parole à l'avocate de la défense, puis à l'avocat de la partie civile. Madame la juge,
Mesdames et messieurs, membres du jury, l'ère du transhumanisme est une véritable bénédiction pour notre société. Nous en sommes tous parfaitement conscients. L'homme naturel n'est plus, l'homme augmenté devient notre seule réalité. C'est ce qu'a parfaitement intégré mon client. Et je suis sûre que vous ne remettriez pas cela en cause. L'homme reste libre, libre de choisir. Ainsi, chacune des modifications apportées à l'homme doit lui appartenir. Nous sommes et devons rester maîtres de nous-mêmes. Sinon, cela reviendrait à de l'intimidation, de l'esclavagisme ou encore de la domination. Alors, mesdames et messieurs membres du jury, si l'on nous implante une puce, personne ne doit pouvoir la contrôler. Personne. Vous en conviendrez, ce n'était pas le cas de cet homme. Cet homme, Admas Glaceus, n'était pas maître de sa puce, pas maître de lui, tout simplement. Il paraît évident que l'entreprise qui la lui a implantée, Progressus, avait une mainmise totale sur lui. À tout moment, elle pouvait la désactiver, le tuer. Vous rendez-vous réellement compte? Vivre constamment avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Progressus a engendré la paranoïa chez cet homme. Lui qui, simplement, comme nous tous ici présents, a choisi de placer sa confiance dans les avancées scientifiques. Qui, à sa place, n'aurait pas fait le choix de se faire implanter une puce pour tout simplement rester en vie? Alors, cette paranoïa à l'état pur mène à la folie. Et nous en avons, malheureusement, la preuve concrète aujourd'hui. Cet homme, mon client, dévoré par la peur de mourir, a tué. Il a raisonné ainsi. Si l'entreprise Progressus peut à tout moment choisir le jour de ma mort, alors pourquoi ne le pourrais-je pas moi aussi? Cependant, j'insiste auprès de vous, membres du jury. Toutes les modifications physiques qui ont servi ce massacre proviennent de la simple mise à jour d'une puce, mise à jour engendrée par Progressus. Mon client n'est qu'une victime. Et si on en est arrivé là, c'est parce que, pardonnez-moi de le dire, le droit n'a pas fait ce qu'il doit faire. Il se doit d'accompagner le transhumanisme, de créer un cadre juridique qui mette à l'abri les humains augmentés. Si la science dit ce qui est, le droit dit ce qui doit être. Notre justice doit accompagner et encadrer. La société Progressus a donc fermé les yeux sur le droit à la liberté des hommes. Et le droit a, quant à lui, condamné mon client en n'encadrant pas juridiquement le transhumanisme. Je vous le répète, mon client n'est qu'une victime. Madame la juge, mesdames, messieurs, membres du jury, nous sommes tous réunis ici, tous présents, afin de décider du statut d'un homme. Un homme, si on peut encore réellement l'appeler comme ça. Monsieur Glaceus a assassiné 972 personnes. 972 personnes qui avaient des vies de famille, des joies et des peines. Mais pour eux, plus rien. Ni de joie, ni de peine. Seulement la mort. Les témoignages des survivants s'accordent sur ce silence qui planait. L'horreur à l'état pur. Alors non, bien évidemment, un acte de cette ampleur ne peut rester impuni. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer cette barbarie? La peur, mesdames et messieurs. La peur d'une mort non désirée. Car Progressus a tenté l'impossible. Progressus a tenté de contrôler l'incontrôlable. Progressus a tenté de contrôler un homme supérieur à nous. N'essayez pas de reproduire cette erreur. Car oui, ce transhumain est une erreur. Une erreur que le droit a permis, un vide juridique. L'homme n'est pas éternel. Faisons en sorte que cela reste.
Ma consoeur a expliqué sa maladie, son cancer, l'implantation de sa puce. Mais elle a néanmoins oublié de vous préciser une chose. Son prix, 15 milliards d'euros. Qui, dans cette salle, peut se vanter de posséder une telle somme? Personne, j'en ai bien peur. Et pourtant, c'est le prix dérisoire pour survivre à une tumeur et accéder à la mortalité. Quel paradoxe! Dans un pays qui prône l'égalité. Le transhumanisme a créé une arme de guerre, un être incontrôlable. Mais où est donc passée notre éthique? Où sont donc passées nos valeurs morales? Qu'est-ce qu'est la prochaine étape? L'eugénisme? Dois-je vous rappeler qui a été le plus grand eugéniste de son temps? Ne marchez pas dans ses pas, je vous en prie. Alors oui, la science dit ce qui est, et le droit dit ce qui doit être. Et le droit se doit de dire non. Non à cette folie qu'est le transhumanisme. Aujourd'hui, notre espèce est présente partout autour du globe. Nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, et nous pouvons même nous vanter d'avoir envoyé nos semblables sur la Lune. Les transhumanistes ne sont que des nostalgiques d'une époque où nous devions évoluer pour survivre. Mais rappelez-vous, survivre, ce n'est pas vivre. Cet homme, ce meurtrier, mérite de choisir de mourir. Il mérite d'être libre. Mais le transhumanisme est-il la liberté? Évidemment que non. C'est une liberté sauvage, non encadrée. Et si le droit ne régule pas cela, il ne peut aboutir qu'à produire une société décadente, meurtrière. Et cet homme, ce transhumain, est bel et bien un meurtrier. J'attends de vous une sanction exemplaire. Mesdames et messieurs, après avoir entendu les deux parties, il nous revient la lourde tâche de statuer. Nous avons longuement délibéré sur les crimes commis par M. Admas Glaséus. Comme cela a été expliqué, ce cas fait office de jurisprudence. Notre droit est défaillant, lacunaire. Le rôle du droit n'est pas précisément de dresser des limites, de rappeler les frontières morales. Les avancées scientifiques et technologiques que nous sommes en train de vivre créent un sentiment d'accélération. Et le droit pénal se doit de canaliser ce mouvement. Vous pouvez le constater, statuer sur cette affaire ne fut pas chose aisée. Ainsi donc, l'accusé, M. Admas Glaséus, ici présent, est condamné à perpétuité pour le crime d'homicide volontaire de 972 personnes. C'est mieux quand on branche un micro. Merci beaucoup pour cette prestation tout à fait bluffante. Vous tenez là un scénario digne des meilleurs films de science-fiction. Il faut y réfléchir d'ailleurs. Merci à vous. Vous méritez vos applaudissements. Avant de partir, j'aimerais remercier ma professeure de français, notre professeur de français qui nous a accompagnés. J'aimerais aussi remercier Lysias, qui nous a, lors d'une journée, nous a aidé à travailler le pathos, le fait de s'exprimer à l'oral. Merci à la tribune Montesquieu qui nous a aussi accompagnés. Merci beaucoup. Accueillons à présent Dounia Duretre et Arthur Lada, élèves en terminale au lycée François Mauriac. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vous avez été guidé tout au long de la préparation de cet exercice par monsieur Marcel Kagambega et madame Loulidi. Et votre controverse s'intitule « Faites entrer chatbot ».
Bonne prestation à vous deux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir plutôt, on accable, et bien trop grandement, mon client de toutes sortes d'accusations. Dans un premier temps, je vais vous le présenter. Il s'agit de Chatbot. Chatbot, un agent virtuel intelligent, doté d'une application capable d'effectuer des tâches de façon autonome et apte à l'interaction avec les humains au travers de canaux de communication. Parmi les pouvoirs de mon client, il y a sa capacité à se substituer aux humains dans les domaines de l'accueil, de l'hôtellerie, ainsi que dans le service après-vente et les principes de téléphonie. Il assure une relation personnalisée avec chaque client, tout en étant accessible à toute heure, de jour comme de nuit, et permettant aussi à nos bien-aimés salariés de dégager du temps libre pour eux, pour leurs loisirs et pour leur famille. De plus, bien que l'intelligence artificielle ne soit pas parfaite, elle est déjà largement mature pour l'hôtellerie. En effet, la plupart des erreurs de chatbots, des chatbots hôteliers plus précisément, ne sont pas reliées à l'intelligence artificielle en elle-même, mais ils sont de la source de la gestion des connaissances. Et c'est cette gestion des connaissances, ces erreurs qui en émanent, qui peuvent être résolues instantanément par l'hôtel lui-même. Qui parmi vous, n'a eu un jour recours au service que propose mon client? Chatbot est un outil d'une aide inestimable pour bon nombre de personnes, bon nombre d'entre nous. Quand certaines ont eu un parcours scolaire que l'on peut aisément qualifier de difficile, ils permettent un accompagnement dans la rédaction de CV ou de lettres de motivation, que cela soit dans le cadre d'une recherche d'emploi, aussi bien que dans une insertion professionnelle. Ajouter à tout ce que je viens de dire, la présence de mon client auprès de personnes en situation de solitude, plus précisément les personnes en situation de phobie sociale, par exemple, est vraiment plus que positive. En effet, cette situation est, dans notre société bien trop individualiste, devenue un vrai problème très actuel. Cette aide qu'apporte mon client est valable pour l'ensemble de la population française, quel que soit son âge et quelles que soient ses situations. Inquiétude, ignorance et peur entretiennent, et bien malheureusement, des doutes sur les services rendus par mon client. Mesdames et messieurs, êtes-vous encore incertain quant aux bénéfices actuels aussi bien que futurs que mon client peut apporter, apporte et apportera à l'humanité? Je ne saurais terminer sans vous préciser que désormais, même le Parlement européen ne s'oppose plus à la généralisation de l'intelligence artificielle, chatbot compris. En effet, le règlement général sur la protection des données précise que, et je cite, « Tant que l'humain garde la main, il n'y a point de problème ». Selon certaines personnes, il serait un peu humain, avec, par exemple, le philosophe Olivier Rey, qui estime que, et je cite, « L'intelligence artificielle, c'est un peu de l'âme humaine que nous injectons dans les machines. » Or, ce n'est pas un humain. Et de ce fait, ce procès n'a pas raison d'être. Par conséquent, je demande donc ce soir que mon client soit acquitté de l'ensemble des charges qui pèsent aujourd'hui sur lui. Mesdames et messieurs, Albert Einstein a un jour dit « Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura alors une génération d'imbéciles. » Mais quelle technologie pourrait menacer nos échanges? Eh bien, parlons de chatbot, monsieur. Chatbot, une nouvelle technologie. Pouvoir discuter avec un robot, lui demander conseil, lui poser des questions. À lui, une machine qui possède la réponse à tout. De quoi se réjouir, n'est-ce pas?
Êtes-vous bien sûr? Ne vous sentez-vous pas brusquement privé de votre liberté d'action et de pensée? Cette nouvelle technologie de conversation est en train de bouleverser nos modes de vie. Comment discuter avec une intelligence artificielle, tout en sachant et en gardant en mémoire qu'il ne s'agit pas d'une personne? Face à Chatbot, nous sommes alors confrontés à un très grave problème d'éthique. Un très grave problème d'éthique, mesdames et messieurs. Et ce, jusqu'à que Chatbot se retrouve épinglé dans un avis du Comité national de l'éthique numérique elle-même. Et quel avis? Plus de 40 pages, où Chatbot est décrit comme dangereux, au programme douteux, et qui, avec un langage de plus en plus réaliste, se dirige vers une personnification sans limite. Nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire, où l'omniprésence des chatbots et des IA de conversation est devenue incontournable. Qui ici n'a jamais utilisé ChatGPT? Surtout les étudiants, qui ne s'en est jamais servi pour l'aide à un devoir. Cependant, gardons en mémoire que derrière leur apparence innocente et leur convivialité apparente se cachent de très graves problèmes d'éthique. Ces machines, qui prétendent imiter la conversation humaine, soulèvent des questions cruciales quant à notre vie privée, à la manipulation et à la responsabilité. N'avez-vous pas l'impression que cette omniprésence des machines est en train de troubler notre vie privée? De la troubler. Car Chatbot nous épie constamment, mesdames et messieurs, nuit et jour. Les IA de conversation recueillent et analysent en continu nos données les plus personnelles, soi-disant pour y affiner leurs réponses. Mais ouvrons les yeux. Cela soulève en réalité des inquiétudes quant à la protection de nos informations les plus sensibles. Sommes-nous prêts à sacrifier notre intimité, nos données les plus personnelles, au simple nom de la commodité? De plus, parlons de la manipulation subtile exercée par ces IA. La manipulation, puisqu'elles sont conçues pour nous inciter à être de plus en plus engagés, à consommer, à acheter et même à changer nos opinions, nos convictions les plus personnelles. Sommes-nous prêts, mesdames et messieurs, à permettre à des machines de manipuler nos pensées? De plus, abordons la question de la responsabilité. Qui est à blâmer lorsque ces IA commettent des erreurs ou diffusent des informations trompeuses? L'absence d'une véritable conscience ou d'une capacité de discernement pose un défi majeur en matière de responsabilité. Pour exemple, aussitôt qu'en 2016, le géant Microsoft a lancé la toute première IA, Tai, sur l'application Twitter que vous connaissez bien. Son but? Eh bien, comme toutes les IA, apprendre à l'aide de nos réponses, en nous épiant donc. Et il n'a fallu que de quelques heures, de simples heures, pour que Tai se mette à proférer des insultes, des messages racistes et des messages offensants. Bien évidemment, elle a dû être stoppée, n'ayant duré même pas 24 heures. Alors, qui est à blâmer ici, mesdames et messieurs? Le géant Microsoft, pour avoir lancé une intelligence artificielle? Les utilisateurs, pour en avoir profité? Ou bien l'IA, qui, soi-disant si intelligente, n'a pas su s'arrêter dans ses propos? Chatbot, les IA et ces conversations sont en train de créer un dangereux brouillard entre humains et non humains. Pour protéger ces IA, nombre de ces supposées qualités sont vantées. L'une des nouveautés vantées par Chatbot est leur prétendue capacité à aider les personnes seules. Mais mesdames et messieurs, l'ironie réside dans le fait que, bien loin d'aider ces personnes solitaires, ces IA ne font qu'aggraver le problème. Lorsque nous nous tournons vers Chatbot, nous remplaçons des interactions humaines réelles par des échanges artificiels. Le risque est que les individus, en particulier les plus fragiles, le public cible donc de Chatbot, ne font que s'enfermer dans une bulle d'isolement. Car ces IA, n'étant pas en mesure de fournir de l'empathie, de la compréhension et le soutien qu'un être humain peut donner, ne font que cet échange n'agit que comme un simple pansement artificiel sur une plaie qui est, elle, bien réelle. Et ce pansement marche-t-il? À vous de me dire, mesdames et messieurs, puisqu'en mai 2023, un homme est mort. Un homme. La cause? S'être confié à Chatbot, avoir parlé de sa détresse, de sa dépression. Et quelle aide a alors été proposée? Eh bien aucune, mesdames et messieurs, puisque les IA ne peuvent pas remplacer les humains, puisque vos émotions, vos pensées ne sont pas artificielles, ne sont pas rationnelles, et ne peuvent pas être aidées par de simples machines. Vos émotions sont importantes, elles vous sont propres. Alors ne les laissons pas aux mains de ces machines.
Mais enfin, et pour le travail, me direz-vous? Parlons-en. Chatbot et son aide à la conversation. Bien que ces technologies soient vantées pour leur capacité à gérer des interactions répétitives, elles représentent un coût humain considérable, monsieur. Car un autre aspect préoccupant de l'essor de ces IA de conversation est la perte d'emplois significatifs dans de nombreux secteurs. L'automatisation croissante des services clients avait déjà entraîné auparavant une suppression de nombreux emplois. Et si cela peut sembler économiquement avantageux pour les entreprises, cela a surtout un impact social très inquiétant. Pensez donc aux familles, aux salariés licenciés. Pour exemple, dans notre propre territoire, en France, une société, dont je ne tairai pas le nom, Onclusive, a annoncé un plan social de grande ampleur. Et quel plan? Eh bien, plus de 200 salariés vont être remplacés par l'IA. Où vont finir ces salariés, mesdames et messieurs? Ces salariés vont être licenciés. Tout ça pour être remplacés par une machine? Et ces machines, nous aident-elles vraiment? Ou ne servent-elles pas seulement à réduire le coût de la main-d'œuvre, à aider les patronats qui ne veulent plus payer nos employés? Puisque bien que programmés pour guider les clients, il semblerait que leur objectif premier est de vous faire taper 4 fois sur la touche 5. Embêtant, n'est-ce pas? Tout ça pour enfin trouver un être humain à l'autre bout du fil. Car même au téléphone, nous cherchons des interactions humaines. Cessons de laisser passer l'intérêt économique au détriment de l'emploi humain et de la qualité du service. Les chatbots ne devraient pas être considérés comme une panacée pour les entreprises. L'urgence est là, mesdames et messieurs. Il faut sonner l'alerte face à une entrée dans une ère qui est en train de généraliser la conversation avec des machines. Nous tentons de faire rentrer les IA dans le droit pour leur donner plus de pouvoir. Mais nous devons aujourd'hui faire le contraire. Albert Einstein a bien dit qu'il craint que le jour où la technologie surpassera nos échanges humains, la société s'effondrera. Eh bien, ne la laissons pas faire. Droit et science, associés ou adversaires? Eh bien, barrière. C'est aujourd'hui que le droit doit être la barrière face à chatbot, face aux IA, et ne pas le laisser entrer dans nos vies. Les vides juridiques l'aident déjà bien assez, monsieur. Utilisons le droit, régulons et empêchons une invasion de nos vies privées. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande que l'on condamne chatbot et ses dérives. Vous avez visiblement conquis ce soir. Merci beaucoup pour vos prestations. On vous retrouve tout à l'heure. Juste un dernier mot, si je peux me permettre, pour remercier bien sûr nos professeurs et les associations Lysias et la Tribune de Montesquieu qui nous ont bien largement aidés pour la réalisation de ce procès. Merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez de vous interrompre? Mais je vous en prie. J'aimerais donner la parole à notre jury, à son président ou à celui qui souhaite prendre la parole pour nous dire ce qu'il a pensé des... Il reste un dernier groupe. Il reste un dernier groupe, pardonnez-moi. Si vous me le permettez. Ils le feront après, donc. Alors, le jury, justement, va délibérer dans quelques instants et remettre des prix d'éloquence. Il ne s'agit pas, bien sûr, de juger les élèves ce soir, mais de leur donner de précieux conseils et un avis sur leurs prestations. Alors, on accueille le dernier groupe, les élèves de seconde au lycée Trégé Rive de Garonne. Monsieur Riyad Akeb et Haïtem Bouchenak, guidés par Madame Véronique Lejouy, avec 7 questions. Le droit, science du vivant, allons-nous vers plus d'humanité ou d'inhumanité? Il y a visiblement un troisième élève. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est à vous. En tant que citoyen du droit et des sciences, élu par cette respectueuse assemblée, vous ne pouvez en venir aux mains. Je vous prie, au nom de la bienséance, d'en revenir à la parole et de nous rendre plus explicites et compréhensibles.
vos différentes, voire vos connivences. Je rappelle que le droit, comme les sciences, sont envisagés par rapport à l'être humain. Le droit universel édicte des dispositions imposant des actions et aux humains, celles qui préviennent, celles qui enrayent ou celles qui limitent. Les sciences ont pour objet de comprendre et d'expliquer le monde et ses phénomènes, dans le but d'en tirer des prévisions et des applications fonctionnelles. Ce sont des connaissances à la base de nombreux développements techniques dont les incidences sur la société et son histoire sont parfois considérables. Le droit justifie son intervention dans les sciences, car dans notre société, le respect de l'être humain garantit la liberté scientifique. Il n'est pas possible de discriminer les personnes en raison de leurs origines, de leur religion et de leurs handicaps, de leur sexualité. Le droit veille ainsi à ce que la science ne vienne pas prouver par des preuves dites scientifiques qu'un noir a tel type de visage, un juif tel nez. Ces dérives-là, on le sait bien, ont pour but de conduire à des catastrophes humaines comme des exterminations. Oui, je suis d'accord. Il est important pour les sciences que le droit classifie ces potentialités liées à l'activité humaine, en permises, voire tolérées, interdites ou imposées. Toutefois, nous ne pouvons oublier que le phénomène du légalisme nazi pendant la Seconde Guerre mondiale conduit au génocide des Juifs, des Tziganes. Et puis le droit peut intercéder dans toute la science. Le droit ne peut avoir d'emprise sur les lois scientifiques. Il ne peut interdire que la Terre tourne autour du Soleil, ou bien il ne peut interdire à l'être humain de penser aujourd'hui. Nos sociétés ont bien conscience que les sciences repoussent les limites de la vie, grâce aux griffes, les limites de notre monde, grâce aux sciences spatiales. Vous en conviendrez, les sciences expérimentales sont utiles à nos sociétés. Et heureusement que le droit existe. Il est devenu le dernier rempart face à cette dérive de cette science, ou plutôt technoscience, qui est en train de modifier la notion d'être humain. Les progrès de la science conduisent à dépasser toujours plus les limites de la vie. Vous avez créé le terme pré-embryon pour pouvoir faire des recherches sur les cellules souches de l'être humain. Ou bien vous avez amené à délimiter la vie de la mort en introduisant la notion mort cérébrale afin de pouvoir faire des greffes. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, je suis juste là pour vous faire remarquer qu'heureusement que le droit demeure pour interroger nos sociétés sur les questions « Qu'est-ce qu'un être humain ? Est-il un objet manipulable ? Son corps n'est-il qu'un phénomène de commercialisation ? Allons-nous vers l'eugénisme ?» Merci, messieurs les représentants. Je nous invite, comme Socrate le faisait en son temps, à continuer à nous poser sans cesse des questions sur les transformations qu'apportent à notre société les sciences comme le droit. J'aimerais aussi remercier l'ISIAS qui sont présentés au sein de notre établissement scolaire. J'aimerais aussi remercier notre professeur principal, notre proviseur, un de nos enseignants d'être là. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très belle soirée. Alors juste, bon. On n'a pas le nom du troisième élève du lycée Trégé, mais vous nous le donnerez en revenant sur scène. Bravo à tous. C'est pas facile de s'exprimer en public, même quand on en a l'habitude et même quand c'est notre travail au quotidien. Un grand bravo. C'était vraiment riche. Pluriel et je pense que comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos partenaires l'ont dit tout à l'heure lors de leurs propos introductifs, nous sommes là pour créer des vocations ce soir et je pense que le travail est déjà accompli. Alors le jury va délibérer. J'invite tous les élèves qui ont participé à ces exercices d'éloquence de nous rejoindre sur scène.
Ah, non, 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 non. Alors, est-ce qu'on peut avoir le nom du troisième intervenant Comment Mohamed Katri. Bon, et merci beaucoup. Comme ça, la liste est complète. Alors, encore bravo. Vous aviez des thématiques absolument fascinantes à explorer. Comment ça s'est passé Comment avez-vous choisi le thème et quelles difficultés avez-vous rencontrées dans ces différents exercices Peut-être qu'un représentant de chaque classe peut prendre la parole rapidement. Et donc on remercie encore les associations Lysias et Tribune de Montesquieu pour leur travail. Allez-y, je vous en prie, vous pouvez revenir chacun à tour de rôle au micro rapidement, dire un mot. Donc, on est élève de terminale au lycée François Mauriac et on est en option de droit. Mais on n'a pas été la seule classe à s'occuper de cette nuit du droit, puisque la classe de première d'arabe nous a également aidés avec Madame Loulidi. Concernant le sujet, on a beaucoup débattu. Ça a été au départ très compliqué, mais c'est justement parce qu'on a une classe très riche et qu'on a des opinions très diverses. Et on s'est tourné vers Chatbot et l'IA parce que c'est un sujet d'actualité et qui nous tenait peut-être un peu tous à cœur. Merci beaucoup. L'histoire ne dit pas si vous êtes aidé de Chatbot pour votre prestation. Ça aurait été ironique, mais l'association Lysias nous a bien dit de ne pas le faire. Et Bon, c'est bien d'écouter les directives. Le lycée Trégé, à présent. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le thème et pourquoi? Oui, bah en fait, nous, c'était un peu à la dernière minute. Et du coup, voilà. Bon, vous êtes quand même pas venus les mains dans les poches. Non, c'est un texte qu'on a fait avec notre professeur de français. Et voilà. Bon, c'est le talent à l'état brut, alors. Exactement. Bon, bravo. Et le quatuor, si vous voulez intervenir. Bonjour, donc merci de nous avoir accueillis pour cette nuit du droit. Je pense qu'on a été très heureux d'être ici, de parler devant vous ce soir. C'est un projet qui est donc depuis la rentrée scolaire, comme pour les autres, je pense. Et l'idée du sujet nous a été proposée par mon amie Agathe, ici présente, qui a rédigé la narration de base du projet. Donc un grand merci à elle. Donc l'idée de base était un transhumain qui avait fait un massacre en série. Et puis chaque personne dans notre classe nous a apporté sa petite contribution. Donc j'aimerais remercier tout le monde. J'aimerais aussi donc c'est quelque chose dont nous sommes très fiers d'avoir pu faire. Chaque argument a été trouvé conjointement avec la classe. Et puis, j'aimerais remercier notre professeur de français aussi qui nous a aidés, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous a aidés pour s'exprimer, pour argumenter aussi. Donc merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Donc Agathe, si vous n'êtes pas ténor du barreau, vous serez romancière. Voilà. Place au jury à présent. Merci beaucoup. Vous avez donc eu largement le temps de délibérer. Hein. Je vous laisse la parole. Il faut appuyer pour que le petit bouton rouge s'allume. Donc on va commencer par le lycée Trégé. Alors sur le fond, vos arguments étaient très bons et vous nous avez clairement transporté, je pense, pour tous les membres du jury et même tout le public. On voulait aussi vous donner quelques conseils.
pour des élèves de seconde, c'était une très bonne performance face à des terminales notamment. Je ne sais pas si c'est le cas pour aussi les lycéens de Blanquefort, mais pour une performance d'une classe de seconde, c'était très bien. On voulait vous dire par rapport à vous avez beaucoup lu vos textes, mais avec le stress, c'est compréhensif. Et donc la prochaine fois, essayez de vous trouver un point fixe, de ralentir, de ne pas vous presser lorsque vous parlez, pour que vous soyez plus compréhensible pour tout le monde. Et donc globalement, c'est vraiment une très bonne performance. Je ne sais pas si les autres membres du jury veulent ajouter quelque chose. Moi, je tenais vraiment à souligner à quel point j'ai apprécié vos arguments. Je trouvais qu'ils étaient ceux qui ressortaient le plus finalement aujourd'hui, qui étaient vraiment originaux et qui font, à mon avis en tout cas, partie des principaux arguments aujourd'hui dans le débat de où est-ce qu'on doit arrêter la science. Et je trouvais que c'était excellent, surtout venant de la part d'élèves de seconde. Enfin, j'ai été impressionnée sur la teneur de vos propos finalement. Moi aussi, je corrobore ça. Je trouve que vous avez fait quelque chose dont, je crois, en seconde, j'aurais été complètement incapable. Se lever, prendre la parole à un pupitre face à une assemblée telle que celle-ci, dans une pièce qui est assez impressionnante. Déjà ça, c'est magnifique et c'est un très très beau pas en avant. Ce qui est important quand on prend la parole, c'est le rapport qu'on établit avec son public. Et moi, ce que je dis toujours aux élèves que j'ai en art oratoire, si vous oubliez un argument, même s'il est pour vous important, c'est pas très grave si vous avez établi ce rapport avec le public. Et c'est vrai que la lecture des notes est quelque chose qui est un obstacle avec l'établissement de ce rapport, vous voyez. Donc c'est un équilibre à trouver. Vous êtes sur le chemin et en tout cas, on voulait tous les trois vous féliciter vraiment chaleureusement pour ce que vous avez fait. Bravo. Monsieur Guillemoto, je vous propose de venir à nouveau sur scène pour remettre les trophées. On a des commentaires sur les autres groupes également. Chacun a son trophée, donc nous respectons la logique. Tout d'abord, je voulais vous féliciter de votre performance qui était excellente. Je tenais aussi à faire quelques remarques sur la performance. Au tout début, je crois que c'est Arthur qui s'est excusé. Ne t'excuse pas face à ton public, puisque nous, on ne connaît pas ton texte et tu peux toujours nous surprendre. Et j'ai beaucoup aimé le jeu avec l'intonation, notamment de la part de Dounia, qui a vraiment su nous captiver tout au long de son discours et de sa plaidoirie. Donc franchement, je trouve que c'est une très bonne performance qui nous a transportés et qui nous a convaincus, je pense, pour tous. Alors oui, moi j'ajouterais à ça beaucoup de convictions chez tous les deux, ça c'est merveilleux. En fait, si vous prenez la parole et que vous appuyez sur vos convictions, alors ça va aller de soi, ou presque. En tout cas, c'est un moteur qui est important à avoir. Et aussi, moi j'ai ressenti de l'émotion en vous écoutant. Il y avait de l'émotion et faire passer aussi de l'émotion, c'est quelque chose de pas facile que vous avez réussi à faire. Bravo. Moi, je tenais tout simplement à souligner à quel point j'étais impressionnée par votre capacité très rapidement en fait à vous détacher complètement de votre note, à ne pas hésiter à regarder le public, à parler sans note et avec une vraie élocution. Enfin, moi, à aucun moment j'ai eu une difficulté à vous comprendre, à vous entendre, et ça c'est incroyable. Donc je pense qu'à partir de cette technicité que finalement vous avez déjà, vous pouvez aller encore plus loin et ne pas hésiter à faire plus de gestes, à jouer plus avec le public en le regardant plus, ne pas hésiter à changer d'intonation, de ton, de rythme. Puisque vous avez la technicité finalement pour vous permettre de jouer comme ça avec la langue et votre discours. Donc pour plus tard, n'hésitez pas à le faire, vous en êtes largement capable. Un grand bravo.
et de la science dans quelques instants. Nous allons donc débuter par les exercices d'éloquence avec les prestations des élèves de 3 lycées girondins. Et du coup, pour les derniers, et qui étaient premiers lors du passage, je tenais à souligner le fait que vous avez tous énormément de confiance lorsque vous vous adressez au public, vous nous regardez, vous continuez tout au long de votre discours à nous regarder en fait, et vous nous avez pas perdu du regard, et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, enfin en tout cas en mon opinion. Notamment Agathe, dès le début en fait tu nous as captivés, tu as su jouer avec ton ton, tu as su raconter l'histoire et tu nous as totalement transporté, et je pense que si, je sais pas ce que tu veux faire plus tard, mais en tout cas tu peux très clairement devenir romancière parce que l'histoire était excellente et tu nous as très clairement transporté. Et pareil pour tous les membres du groupe, vous avez tous beaucoup de talent et beaucoup d'éloquence, et c'est d'ailleurs très impressionnant, donc je tenais juste à vous faire cette remarque. Oui, effectivement. Alors moi, j'ai été aussi complètement séduit par l'imagination qui était mise en œuvre dans votre récit. Donc je m'adresse à vous puisque apparemment c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Effectivement, on est tout de suite embarqué. Et ça, c'est la magie lorsque vous prenez la parole et que vous dites « je vais vous raconter une histoire ». Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous captez tout de suite l'attention de votre public. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui remonte à notre enfance, qui est inscrit en nous très loin. Je vais te raconter une histoire. Et une fois que vous avez ça, c'est un cadeau magnifique pour qui prend la parole. Et vous l'avez bien utilisé en nous racontant une belle histoire. Et vous partagez ce talent, évidemment, avec les 3 autres. J'ai trouvé vos attitudes physiques excellentes, une très très bonne tenue de votre dos, du regard avec le public, et ça, ce sont des appuis qui sont fondamentaux pour la prise de parole, et vous les avez très très bien mis en œuvre dans votre présentation. Bravo. Que dire de plus, finalement. Effectivement, très bon scénario, très intéressant jeu de rôle qu'on n'avait pas vu ailleurs. Très bonne posture aussi, très bon geste, très bonne intonation, une grande élocution finalement, tout est clair, tout est limpide, on comprend tout, vous nous regardez. Finalement, que faire de plus? Peut-être un peu plus de jeu de regard, d'interaction entre vous, peut-être, de changement de ton, mais le reste est vraiment très 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 bien fait, il n'y a vraiment rien à redire. Bravo, bravo à tous. J'en profite pour remercier et pour saluer les remarques aussi pertinentes que bienveillantes de notre excellent jury ce soir, composé de Madame Effé Edo, présidente de l'association Jeunesse Engagée de Bordeaux. Madame Juliette Adnet de l'association Olémo et Maître Jean Reynaud. Remercions également chaleureusement les professeurs et les étudiants qui ont donc accompagné les élèves et leur ont permis de fournir ce travail de qualité. Noah Ordoki, Thomas Milani, Sophia Abdelgawad, Océane Mounier et Antoine Gillard de l'association Lysias Bordeaux. Ainsi que Adrien Decker, Zoé Vervard, j'espère que je n'écorche pas trop vos noms, Louisa Gillier Sintra et Othman Amamad de l'association Tribune de Montesquieu.